Donc, je voudrais remercier Philippe de l'invitation et de l'organisation de l'événement. Je ne sais pas si je suis un invité très approprié, mais en tout cas, ça sera toujours intéressant de discuter la philosophie. Et c'est ce que je vais faire. Et ça vient beaucoup d'un travail de collaboration avec Alexandre Costa-Leite et Delcio et avec Rodrigo. C'est un travail que nous avons malheureusement abandonné il y a à peu près 2 ans et demi, mais je crois que relève toujours des questions intéressantes qui peuvent être donc travaillées. Mon texte s'appelle Totalité, galaxie et métaphysique paradoxale. Ce que je vais faire, si vous n'êtes pas contre, c'est de lire très doucement. Je disais à Philippe parce que peut-être que j'aurai un problème parce que mon ordinateur se décharge très rapidement, mais il y a toujours un plan B, que si jamais on a ce problème-là, quelqu'un m'apporte un chargeur. Je vais essayer de lire très lentement le texte et j'espère que nous ayons le temps pour faire une discussion après. Ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est l'idée de mesure. Donc des épisodes de mesure, ce sont des occasions dont la spontanéité de celui qui mesure et la réceptivité de celui qui reste mesuré peuvent apparaître en friction. Je vais mesurer le mur en mètres et elle a exactement 4 yards. C'est un mur de 4 yards si je le mesure en yards. Au-delà, quand je place mon ruban de mesure dans les 2 pointes du mur, ça va dépendre si le matériel de ce ruban de mesure est élastique. En dépendant du matériel, je peux avoir un résultat de 10 cm pour n'importe quel mur, si c'est élastique ou pas. Un instrument de mesure doit être fait du matériel approprié. Et là, c'est une observation intéressante. Ça vient un peu des observations de Wittgenstein à propos des règles. Et là, le mesurage, si on vend un tissu à mètre, ça serait intéressant d'avoir un matériel pour mesurer en élastique. Comme ça, je vais vendre moins de matériel par le prix d'un mètre. Et c'est une observation qui vient d'une discussion de mesurage, de mesure, qui va apparaître beaucoup ici dans ma présentation et qui est au Concept of Nature de Whitehead. Et le matériel de mesure a un impact au résultat de la quantité d'élastique que nous avons, soit à la règle, soit au ruban. Et aussi, il y a des suppositions liées à une géométrie métrique vont changer les mesures. Donc, par exemple, si nous travaillons avec une géométrie euclidienne. Mais Henri Poincaré défendait l'idée qu'aucun élément de la nature peut nous aider au choix d'instruments de mesure dans le choix de géométrie. Là, il s'agit d'un moment purement conventionnel. C'est le choix de géométrie, le choix de standards de mesure, des systèmes de mesure, c'est conventionnel. La nature n'a rien à dire à propos de ce sujet-là. C'est juste ce qui convient pour nous qui va déterminer quelle géométrie on va choisir. Un peu par rapport à ce qui est accordé mutuellement par le vendeur et par celui qui va acheter le tissu. Donc, il y a une distinction marquée entre la nature mesurée et la procédure de mesure.
donc tout ce qui est préalable à toute convention peut être fait qu'après une convention. Donc le mur est là-bas, indépendamment de n'importe quelle convention. Et après la convention, là je peux décider si je vais utiliser des mètres ou quelle géométrie, et aussi le matériel que je vais utiliser pour mesurer ce mur-là. Notre expérience qui mesure apparaît comme ça en tant que séparé de ce qui va être mesuré à partir d'une convention. La discussion qui est apparue à partir des affirmations de Poincaré ont impliqué que ceux comme Russell ont insisté que la nature devrait déterminer que la Terre est plus grande qu'une boule de billard. Et donc Poincaré répond, ça ne détermine pas. Il n'y aura pas quelque chose qui va donner cette détermination. C'est vraiment une situation dramatique. Il devrait avoir un fait naturel, indépendamment de nos conventions, qui déciderait quelle géométrie serait la plus appropriée. Quine était partidaire de cette opinion et il comprenait que toutes ses pensées étaient sujets d'un verdict. Et c'était un tribunal d'expérience et qui allait donc mettre en contact un groupe d'affirmations et de jugements de la nature. Vous allez voir que les conventions n'étaient pas séparées, mais en fait liées comme les théories empiriques du langage. Il n'y a pas de convention pure, immune aux voies de la nature, à partir d'un tribunal de l'expérience, et ni de verdict d'un tribunal quelconque qui ne dépendent pas d'autres conventions. Donc, ce lien entre les faits et les conventions va impliquer que dans l'image de Quine, dans le Carnap and Logical Truth, il va montrer que il n'y a pas vraiment des points qui soient totalement blancs ou totalement noirs. À partir de ces points, une géométrie, comme tout effort mathématique, va répondre à l'expérience. Il y a un fait naturel qui pourrait déterminer, par exemple, que la géométrie de Riemann est plus appropriée, et la plus appropriée, puisqu'il y a des évidences en faveur de la physique d'Einstein qui fait l'utilisation. Mais les verdicts ne sont pas que liés à la géométrie de Riemann, mais à toute la théorie d'Einstein. Comme ça, les mathématiques et peut-être la logique peuvent être alors objet de verdicts de la nature. Et là, ils ne sont pas isolés. Ils vont juger une masse critique d'énoncés. Alors, un réalisme mathématique qui ne est pas versé pour un environnement intelligible, mais qui comprend que les énoncés mathématiques répondent à la réalité de la même façon que tout énoncé. Je voudrais considérer la réponse du problème de la mesure de Poincaré offerte, non par Quine, mais par son directeur de thèse, Alfred Whitehead. Là, il s'agit d'une dissolution du problème. Si nous abandonnons la bifurcation entre notre perception de la nature et les théories qui apparaissent à partir d'elle, d'un côté, et la nature qui ne répond pas à toute perception de l'autre, la situation se montre très différente. L'image de cette bifurcation est l'image d'un environnement, d'une perception sans réalité séparée d'un autre qui a une réalité en dehors de toute perception. Un rêve d'un côté et une chimère d'un autre. Une illusion d'un côté et quelque chose qui on ne peut pas atteindre de l'autre. Et comme ça, White comprend que les expériences de la nature, elles se différencient pas de la nature elle-même. Et comme ça, il y a une indication de quel système de mesure, quelle géométrie métrique, quel instrument de mesure, quelle unité de mesure sera appropriée en chaque cas. Il y a une indication dans la nature parce qu'il y a une indication dans l'expérience et vraiment le consensus de la mesure pour chaque cas
est plus grand que la divergence sur de comment mesurer en chaque cas. L'expérience, selon Whitehead, elle ne s'arrête nulle part avant les faits naturels. C'est-à-dire que les faits naturels ne sont pas faits d'autre chose que de l'expérience elle-même. L'objectif ici, c'est pas vraiment défendre la position de Whitehead ou essayer d'argumenter en faveur de sa vision, mais essayer de montrer que comment cela, selon lui, va résoudre le problème de la mesure. Donc ce qui a à être connu n'est pas substantiellement différent de ce que nous utilisons et considérons dans nos efforts de connaître. Vraiment, nos efforts de connaître, ce sont des situations au monde de la même façon que nous essayons de connaître. Whitehead, il va substituer une ontologie de substance et de prédicat par une ontologie d'événements et qui sont connectés entre eux une fois qu'ils vont se mesurer mutuellement en termes de duration et de position. La médition de la duration et de la position, par contre, n'est faite qu'à partir d'un point de repère. Ne peut pas être fait à partir d'un espace et d'un temps au-delà de l'expérience de la mesure. Donc, basiquement, c'est que l'idée, juste pour expliquer, l'idée ici, c'est que on ne peut pas mesurer si on n'est pas à partir d'un endroit où on est. Et à partir de cet endroit où on est, il est évident quel est le système de mesure, l'instrument de mesure et quelle est la géométrie métrique qu'on va utiliser. Mais que à partir du point de vue qu'on est. Mais la différence, c'est qu'à partir d'un point de vue qui suppose l'expérience de la nature, un point de vue ne peut pas être une partie de la nature. Donc, un point de vue peut faire partie de la nature précisément parce qu'il est partie de l'expérience. Et là, vous comprenez maintenant qui est par le changement d'une ontologie de substance de quantité, ou si vous voulez, pour dire dans d'autres mots, une ontologie d'objet, une ontologie d'événement. Là, je peux dire d'événement. C'est une ontologie d'événement. Ce passage va faire toute la différence. Parce que là, l'idée d'événement demande un point de vue, parce que quelque chose s'est passé pour quelque chose. Il n'y a pas de position ou duration absolue, indépendamment de n'importe quel événement. Ce sont les événements qui ont des positions et des durations. À partir de la diversité de systèmes de mesure, Whitehead recommande que nous entendons les indications localisées de l'expérience. Ces indications sont relatives au point de repère et il appelle cela de locus standi. Et je vais utiliser beaucoup ce terme, qui est le point où on est placé. Il n'y a pas de sens de décider sur des mesures de nulle part. La mesure de la duration, de la position, est liée à un point dont la perception a une place, un endroit. Et ce locus standi, qui a des indications naturelles qui sont loin d'être des conventions et sont avant des exercices d'une réceptivité déterminée. Il n'y a pas de bifurcation entre le conventionné et celui qui est préalable à n'importe quelle convention, puisqu'il n'y a pas de nature faite par quelque chose qui va au-delà de l'expérience. Il n'y a pas de bifurcation. C'est partir d'un locus standi qu'on décide à partir de quel système de mesure et non pour répondre à la vision de nulle part. La Terre, elle est plus grande qu'une boule de billard pour nous. Quand nous mesurons la Terre et quand nous mesurons la boule de billard. Et c'est évident que ça soit comme ça. C'est évident pour nous. Russell, il est correct. Mais aussi, il faut dire qu'il n'y a aucun fait naturel indépendamment de notre expérience qui va le déterminer comme ça. Et donc, Poincaré aussi a raison. Donc, Russell a raison et Poincaré aussi a raison. Et là, j'ai dit qu'il s'agissait de la dissolution d'un problème. Là, il ne faut plus décider si la mesure est avant ou après la convention.
Par contre, la décision pour un système de mesure est une décision placée. Une décision localisée et naturelle à partir d'une image de nature que la perception n'est pas étrangère. Une des conséquences de cette approche de Whitehead, c'est que la nature n'apparaît pas comme une totalité neutre, absolue et cohérente, mais avant apparaît comme ayant un loci standi qui sont nécessaires pour toutes sortes de mesures. Et donc, à partir de ce qu'elle est faite à la perception d'elle, et elle est complète d'inconsistance. C'est précisément la totalité qui fait partie de cet exorcisme qui va essayer de travailler ce lien entre le locus standi. Là, j'ai fini ma première partie. J'espère que j'aurai pas besoin de courir trop. Passons à la deuxième partie. La diversité de logique peut être comprise comme une diversité de mesures d'intelligibilité. Si nous voulons suivre avec le vocabulaire de Whitehead, on peut appeler ça de variété de mesures de Next. C'est une diversité énorme si nous considérons qu'une logique est une relation de conséquences sur un groupe de propositions et cette diversité a des conséquences partout. C'est une logique qui va déterminer quels mondes sont possibles et quels sont impossibles, pour utiliser le langage de David Lewis. Avec ça, toute intelligibilité modale est liée à une logique, si possible, si le nécessaire, comme le contingent et l'impossible, sont compris en termes de monde possible. Dans notre travail sur Galaxy, et là, qui travaille avec Alexandre Costa-Leite, Adels, Rodrigo, nous appelons de galaxies, de mondes, le groupe de mondes possibles associé à une logique. Quand nous faisons des assertions sur des contingents nécessaires, là, dans la plupart des cas, nous faisons des jugements intragalactiques. Dans une galaxie, dans un groupe de mondes possibles associés à une logique, typiquement associé à une logique. Et donc, quand nous faisons la métaphysique, en particulier la métaphysique modale, là, on est associé à une galaxie en particulier. Là, on fait des jugements intragalactiques. Et le pluralisme logique implique un pluralisme modal. Et ce qui est nécessaire pour une galaxie est contingent en autre. Et pour éviter cette conclusion, il serait nécessaire de rejeter des catégories modales qui puissent être compris en termes de monde possible. Associons peut-être à ces catégories directement à nos expériences. Et considérons alors que les catégories modales peuvent être traduites en termes de sémantique de Kripke. Et dans ce cas-là, le pluralisme modal demande le choix d'une logique sur les autres. Pour apprécier la proportion de la diversité de logique, et là je vais utiliser un petit peu de cela et un peu du tableau, et j'espère que vous puissiez comprendre un petit peu, mais pour apprécier la proportion de la diversité de logique et du pluralisme modal, il faut considérer une logique L quelconque. Un groupe de formules quelconque gamma a comme conséquence logique de la antilogique que je vais appeler L avec une barre au-dessus. Si vous arrivez à voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir très bien, mais en fermant un petit peu les yeux, peut-être qu'on pourra voir. Il y a donc comme conséquence de l'antilogique L bar la formule alpha
si et tout simplement si le gamma n'a pas alpha en tant que conséquence logique de L. Donc l'antilogique est défendu de cette façon-là. Ce qui sort de l'antilogique et ce qui ne sort pas de la logique. Il y a une logique propositionnelle classique que si gamma est égal à vide, pour tout P ou Q atomique, il est valable P ou non P, et non P et non P. Et là, le P n'est pas valable, ni Q. Donc, ces lettres, ce ne sont pas des théorèmes de la logique. Mais dans l'antilogique de cette logique, là, on aurait l'inverse. Là, on ne va pas suivre que P ou non P, et que P et non P, mais on suit que P et que Q. Et c'est ce qui ferait de l'antilogique une logique qui n'est pas consistante. Et donc, comme ça, tous les mondes, dont Q est faux, ne sont pas dans la galaxie de cette antilogique, mais des mondes contradictoires ou sont des troisièmes exclus sont dans cette galaxie. Et notez que le monde M contradictoire, dont Q est faux, n'appartient pas ni à la galaxie de la logique, ni à l'antilogique. Tandis qu'un monde M' non contradictoire, dont Q est vrai, appartient aux deux. C'est-à-dire que la galaxie d'une logique donc si K est une logique propositionnelle classique que nous considérons, ce monde M, le premier que j'ai dit, n'est pas dans la galaxie de K ni dans la galaxie de anti-K. Et M n'appartient pas à l'union des deux galaxies, tandis que M' est dans l'intersection des deux. Et là, c'est intéressant que toute formule bien formée de K vaut ou en K ou en anti-K. L'union de ce qui vaut en K et en anti-K va former le groupe des formules bien formées de K et de non-K et de anti-K en fait. Donc, va former la totalité de ce qui peut être exprimé dans le langage de K. Et donc, cette situation que je veux attirer l'attention, on va appeler le groupe de F. Et là, on a l'union de la logique et de l'antilogique. On aura donc F. Ce qui est valable pour elle et anti-elle. Et comme nous avons vu, l'union des galaxies respectives n'est pas le groupe de tous les mondes, comme on va parler plus tard. Là, on voit qu'il y a un drame qui se passe. Il y a plusieurs façons de travailler avec ce pluralisme modal. Une des façons, c'est d'essayer de montrer qu'il y a une logique plus appropriée que les autres. Ce qui, on pourrait dire, qui est de considérer une géométrie métrique meilleure que toutes les autres. Et pour casser cette neutralité entre les galaxies, il serait nécessaire d'avoir une indication d'une part. Mais de quelle part? Cette indication serait considérée à partir de quelle logique? Une autre façon serait de considérer toutes les alternatives comme également indécates, comme une espèce de réalisme à partir de toutes les galaxies qui pourrait être travaillé dans le réalisme modal de David Lewis en postulant une totalité intergalactique. Et cette totalité serait inconsistante. Encore qu'elle garderait le caractère neutre et absolu de la réalité et aurait quelque chose en commun avec ce que Kit Fine appelait de Uber-réalité pour travailler la conjonction de toutes les perspectives temporelles. Et Fine a dit que dans cette Uber-réalité, je suis assis et debout, même que dans aucun moment je puisse être assis et debout en même temps. Dans aucun locus standi, pour utiliser le terme de Whitehead, je pourrais dire que je peux être dans un événement contradictoire. La contradiction se passe
que dans cette totalité inconsistance qui implique tout. Quand quelque chose de spécifique a lieu, une contradiction disparaît. Donc quand nous appelons la totalité le paradoxe, il apparaît à l'horizon. Quand nous parlons de galaxies et quand nous considérons la métaphysique de la modalité et qu'il ne soit pas que intragalactique, nous considérons au moins trois totalités ou trois domaines. La première totalité est F, des formules bien formées dans une logique, la totalité de ce qui peut être exprimé dans un langage et qui forme le domaine de ce qui est exprimé dans la logique et dans des logiques comme l'antilogique construite à partir d'elle. Donc, la première est F que j'ai mis au tableau. Deuxième, c'est la totalité des logiques qui peuvent être exprimées en termes de galaxies. Par contre, pas tous les groupes de mondes est une galaxie. Pour tout groupe de formules bien formées, il y a des groupes de mondes qui ne forment pas des galaxies. Le groupe de toutes les galaxies pour un groupe de formules bien formées F et qu'on pourrait appeler de G est un sous-groupe du groupe des parties du groupe de tous les mondes. Et là, nous pouvons comprendre que G est le groupe des logiques qui peuvent être exprimées en F, mais nous pouvons considérer aussi en tant que logique tous les sous-groupes de mondes, et comme ça, la plus logique a plus de logique que le groupe des galaxies G. Finalement, une troisième totalité qui est M, qui est la totalité des mondes de F, et qui vont former les galaxies des logiques et tous les groupes de mondes. Comme nous avons vu les deux faits là-bas. Donc, L union anti-L est égal à F. Mais G de L union de G de anti-L, c'est un sous-groupe de M. Et ces trois totalités ont des différentes relations entre elles. C'est intéressant de voir que le groupe de mondes n'est pas caractérisé par l'union des galaxies d'une logique et de leur antilogique respective. C'est-à-dire qu'il y a des mondes qui ne sont dans aucune de ces galaxies. Le groupe de tous les mondes, ainsi comme le groupe de toutes les galaxies, est un groupe que, comme la Uber-réalité de Fine, est inconsistante. Là, on va voir comment nous pouvons comprendre une métaphysique modale qui prend en considération toutes les galaxies et possiblement tous les mondes, sans que l'inconsistance provoque un collapse. Troisième partie. Je voudrais me demander si la réponse de Whitehead à Poincaré peut nous instruire dans la bonne façon de travailler la diversité de mesures modales. Et là, si on considère toutes les géométries métriques, par exemple, on aurait la totalité aussi des inconsistances. La réponse de Whitehead s'est basée, comme nous avons vu, de exorciser la bifurcation entre les natures et la perception d'elles. Là, ça signifie rejeter une image de nature qui met, à partir du début, comme inaccessible à l'expérience d'elle. Et c'est pour ça qu'il y a des points de repère d'une indication naturelle à partir de quel système de mesure adopter. Et donc, à partir de la critique de la bifurcation de Whitehead qui est liée à des entités naturelles, elle n'est pas appliquée à des logiques, des galaxies ou des modalités. Là, je crois, là c'est que je fais attention au temps. Mais là, je crois qu'il y a aussi ici une bifurcation entre la mesure d'un côté et ce qui est mesuré de l'autre. Entre nos mondes possibles et impossibles d'un côté et ce qui est contingent ou nécessaire de l'autre. En considérant quelle est la logique ou la galaxie plus appropriée, nous nous demandons de comment est faite la distribution de besoins ou de contingences au monde. Et là, nous attendons une indication comme celle qui pourrait être ce que la géométrie riemannienne dit qui est la plus adéquate. Whitehead recommanderait que nous considérons notre locus standi, c'est-à-dire que nous considérons ce que nous voulons mesurer pour savoir quel est le système de mesure approprié. Nos perceptions et mesures, ce sont des événements qui sont contemporains et qui se passent en même temps que d'autres événements qui vont déterminer ce qui est contingent et ce qui est nécessaire. Rappelons-nous que dans une anthologie d'événements comme celle de Whitehead, des états de choses sont
des événements et qui sont associés à une duration, à une durée. Comme ça, nous pouvons penser à des états de choses modales, comme des événements modaux. En tant qu'événements, ils sont toujours mesurés à partir d'autres événements. Et comme ça, on pourrait peut-être penser des mondes possibles et impossibles en tant qu'instrument de mesure. Si on pourrait faire l'utilisation des schémas de réponse de Whitehead pour le pluralisme modal, on devrait donc associer pour chaque question modale qui demande une décision de quelle galaxie doit être considérée et un événement de mesure, un locus standi. Nos jugements modaux vraiment dépendent de où nous sommes et de qu'est-ce que nous voulons évaluer. Savoir si c'est possible qu'il pleut et avoir des instruments de mesure différents pour un piéton et un météorologue. Donc, il faut penser qu'est-ce qui fait que quelque chose soit possible et qu'est-ce qui va garantir que quelque chose soit nécessaire. Les modalités ne sont pas associées aux structures du monde préalables à tout événement. Mais avant, ils vont apparaître à partir de la friction des événements. Ainsi comme l'image de la nature qui va apparaître de l'exorcisme de la bifurcation de Whitehead et l'image des événements qui se mesurent mutuellement et qui ne sont pas balisés dans un état de choses fixes indépendamment de la mesure et indépendamment de la perception. Les perceptions et les mesures des événements, ce ne sont pas des points subjectifs et ne sont pas des objets qui apparaissent dans ces perceptions. Ils ne sont pas non perceptibles eux-mêmes. Ils sont aperçus à partir des événements perçus et mesurés. Donc cet abandon de la bifurcation est pour Whitehead l'abandon de la distinction entre le sujet et avec la perception déconnectée de la réalité ou de toute mesure. La mesure est liée à la position, duration, en ce qui se passe dans l'événement de mesure. Pour penser au locus standi, peut-être on pourrait penser que toute modalité est une comodalité qui doit être construite en termes de copossibilité, par exemple. Donc, quelque chose est possible en conjonction avec d'autres possibles et l'exclusion des impossibles. Si c'est comme ça, la copossibilité doit utiliser en tant qu'un de ses points de repère l'événement de mesure, ce qui est le cas pour celui qui mesure. Donc, le contingent est nécessaire pour celui qui est dans la position de mesure. On pourrait penser que les catégories modales sont plus comme un lexical en tant que substance. De fait, c'est le jugement nécessaire pour un point de repère, comme d'autres événements se passent qu'à partir d'un point de repère. C'est qu'à partir de ce point de repère que quelque chose se passe, que quelque chose va se passer. Ce point de repère est un événement qui implique des durations plus lentes pour que l'événement puisse se passer par cela. C'est comme un effet Doppler métaphysique, que en relation à quelque chose de fixe et qui se passe de plus lentement, qu'on peut apercevoir qu'est-ce qui se passe. Quelque chose de similaire se passe avec les jugements modaux. Quelque chose est nécessaire que en fonction d'autres qui sont possibles au contingent. On peut comprendre l'ossi standi en termes d'événement de mesure qui est nécessaire lui-même ou contingent, possible ou impossible. Là, les événements sont toujours faits à partir d'autres événements. Whitehead parle d'une abstraction utile qui est la particule d'événement. Des modalités, ce sont comme plus grand, plus petit, froid, chaud, plus tôt, plus tard, ou comme des mouvements, repos, même, autre, dans, dehors, demandent des points de repère. Et qu'à partir de ces points de repère, que les jugements modaux peuvent être faits.
qu'à partir d'un locus standi, qu'on va concevoir des mondes possibles que, comme dit Kripke, ils ne sont ni comme des planètes distantes, accessibles par des instruments, et ni comme des pays étrangers, mais comme des constructions à partir des situations spécifiques du monde actuel. Peut-être on peut comprendre des modalités comme indexicales, qui sera la meilleure façon de comprendre des mondes possibles et qui sont donc relatifs au monde actuel. Nous avons du temps? Si j'ai pas le temps, je peux sauter la dernière partie. Je vais essayer de parler très rapidement. J'ai une quatrième partie. Là, je défends que le mobilier de l'univers est lui-même indexical. Et là, j'appelle de indexicalisme. L'idée, c'est que la réalité est composée par des éléments comme ici, maintenant, dedans, dehors, ici, au-delà, même, autre, et que ces noms et ces adjectifs ont une indexicalité implicite sans lesquels il ne sera pas possible de les utiliser. On peut décrire des parties du monde à partir d'un langage, de noms, mais il ne s'agit pas plus qu'une façon de parler. L'indexicalisme a des éléments comme dehors, au-delà, l'autre, et la totalité de tout ce qui existe a déjà quelque chose qui va nous diriger à quelque chose qui n'est pas contenu dans cette totalité de tout qui existe. Bon. On voit immédiatement que le mobilier indexical de l'univers est paradoxal. L'indexicalisme va donc postuler qu'il y a un élément extériorité qui est partie de la réalité. Toute la totalité est aussi paradoxalement complète. John Coburn introduit la notion de la métaphysique paradoxale en disant le suivant. Et là, je disais ça à table hier. Il écrit comme ça. La métaphysique cherche à offrir une approche générale de comme la réalité et d'un certain phénomène soit le cas. Mais si le phénomène, c'est que la métaphysique est impossible, donc le rôle de la métaphysique est d'offrir une approche maximalement qui va créer quelque chose. Si la réalité de la métaphysique soit impossible. Donc si le projet sonne paradoxal, c'est parce qu'il est vraiment. L'idée, c'est que l'impossibilité de la métaphysique demande une explication métaphysique. La métaphysique paradoxale montre que la métaphysique est elle-même nécessaire et est impossible. Une conséquence possible, c'est que l'impossibilité d'une totalité demande une explication qui nous enseigne quelque chose de maximalement général sur la réalité. Et les totalités que la métaphysique postule sont elles-mêmes paradoxales. Et Coburn comprend que les uniques totalités que la métaphysique peut trouver, ce sont celles qui se montrent inconsistantes. Pour la métaphysique paradoxale, la réalité est une totalité qui va créer des contradictions quand nous avons une relation avec elle. Donc, on ne peut pas développer ici un indexicalisme et ses connexions avec la métaphysique paradoxale. Mais une conception indexicaliste des modalités qui permet que nous comprenons dans un contexte intergalactique comme formé par les totalités paradoxales. Donc, comment nous pouvons penser en termes de totalité intergalactiquement, en plus d'une galaxie? Et comment nous pouvons particulièrement penser aux modalités transgalactiques ou pangalactiques qui impliquent toutes les galaxies? Comment est-ce que nous pouvons penser sur cela? Ma suggestion serait d'abord penser dans toutes ces galaxies en formant une totalité et puis après nous diriger dans cette totalité à partir de points de repère et à partir d'un locus standi,
à partir des locus standi spécifiques et comprendre que ces locus standi sont partie du panorama du paysage modal que nous regardons. Il n'y a pas de modalité sinon à partir d'un point de vue, sinon d'un locus standi. Donc la totalité sera le pan galactique qui va impliquer tous ces différents loci standi, ces différents points de repère. Peut-être la meilleure façon de travailler avec le pluralisme modal et logique, c'est que la mesure modale dépend d'un point de repère et que la totalité va baliser une conception. La métaphysique modale, qui comprend tout cela en tant que les galaxies et une pluralité d'elles, elle est elle-même paradoxale. La métaphysique intergalactique des modalités est peut-être une métaphysique paradoxale. Mais cela n'empêche pas que nous fassions des jugements modaux qui utilisent plusieurs galaxies. Mais nous le faisons qu'à partir d'un point de repère déterminé. Une observation rapide. Ce que je dis, c'est que d'une certaine façon, va dans le sens qu'une image physique du monde n'est pas une image non placée du monde. C'est une image qui implique la situation dont la description générale se présente. Merci. J'espère avoir réussi à vous apporter un peu de sens. Alors, nous ne disposons pas beaucoup de temps pour les questions. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Nous avons 15 minutes au maximum. Bonjour, Hélène. Juste un petit éclaircissement. Je ne sais pas très bien comment, peut-être je n'ai pas bien compris la connexion, le lien entre le passage de Whitehead à partir de cette conception de galaxies et des possibles mondes existants à l'intérieur de galaxies. Mais il me semble que ce point de vue et de l'ontologie de Whitehead, dans laquelle les événements ontologiques sont la base, est-ce que cela est la matière fondamentale du monde? Et dans ce cas, nous avons un problème pour réussir à définir les possibilités, et surtout en ce qui concerne les mathématiques, car dans ce cas, l'existence d'une possibilité n'a pas un rapport direct avec les événements. La nécessité ne peut pas avoir rapport aux événements selon les mathématiques. Alors, il me semble étrange à partir de cette ontologie et dans le but d'essayer de mieux comprendre, car je ne sais pas si j'ai réussi à vous comprendre, mais je pense aux modalités à partir de modalités orientées par la mathématique. Et selon notre compréhension de logique, il nous semble un peu étrange, malgré le fait que vous avez présenté la logique d'une façon un peu différenciée. Merci beaucoup de votre question. C'est très intéressant. Je ne veux pas me compromettre avec l'ontologie des mathématiques. Je pense que la pensée de White utilise les mathématiques pour parler de la nature et de ces choses. Mais mon engagement est avec l'ontologie des modalités. Okay? Il est important de mentionner ce fait car cela met en évidence que ce que je viens de dire
en tant qu'intervention n'élimine pas du tout votre question, car lorsque nous posons des questions mathématiques en appliquant les argumentaires nécessaires, il me semble que ce genre d'application n'est pas utilisé pour des événements. Il faut quand même réfléchir aux faits et aux choses qui se transforment en événements. Voici la pensée de Whitney. Alors, il faudrait peut-être dire que lorsqu'un état de choses de toute nature demande un contingent, ce contingent se met en rapport avec d'autres choses. Il n'y a pas un jugement préalable de la nécessité de contingence qui ne soit pas relative à d'autres choses. Et voilà pourquoi cette notion d'événement commence à avoir du sens, car pour Whitehead, cette notion est une notion relative des événements, c'est-à-dire il s'agit des événements qui ont une relation avec quelque chose d'autre. Et en fait, ce que je suggère ici, c'est d'assumer en fait que les jugements modaux sont fait à partir des événements qui se produisent dans ce sens et qui relèvent d'autres événements pour ainsi se produire. Alors, ça, pour moi, est un problème. Alors, ce que j'ai dit au début, c'est simplement la chose suivante. J'essaie de minimiser. Je ne pense pas à une ontologie des mathématiques. Je pense surtout à la question de l'application des modalités. Et là, je dirais que l'application de modalités, et je dirais encore que dans les mathématiques, il faudrait que cela se passe non en fonction de l'état des choses, mais en fonction des événements, des choses qui relèvent de quelque chose d'autre. Car si nous ne laissons pas la chose fixe, nous n'avons pas moyen de juger cette question de la modalité et des éventualités. J'aimerais vous remercier de votre intervention en vous posant une question plutôt pour essayer de clarifier quelque chose. Et là, dans ce cas, j'aimerais savoir quelles sont les composantes, les ingrédients de cette formule que vous préconisez pour cette question modale. Et je crois que cela passe plutôt par l'intuition. C'est quelque chose d'intuitif. Et lorsque nous pensons aux mathématiques formelles, aux langues naturelles, comme Angelica Kratz, et pour la syntaxe, à Simoni, car je comprends que tout se passe par des comportements de syntaxe également, n'est-ce pas? Oui. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Et comment appliquer le pluralisme modal, c'est ça votre question? OK. Alors, l'idée, c'est que l'idée est la suivante. Et si l'on comprend, et je crois que vous comprenez ce que je veux dire, comment Whitehead pense à cette solution, je crois qu'il s'agit de quelque chose qui peut être fait à partir des pluralismes modaux. Car Whitehead dit « cela dépend de ma position ». Et en contrepartie, il existe Russell qui dit que cette situation est un manque complet, c'est un désespoir complet. Et je crois que cette position fait partie de ce panorama dont nous appelons la nature. Alors, la question est la suivante. Dans ce panorama des modalités, la place où nous nous trouvons, notre point de repère, est-ce que ce point fait également partie de la réalité? Dans ce cas, est-ce que nous pouvons faire des jugements, émettre des jugements avant de penser quelle logique nous allons utiliser, quelle galaxie va-t-on prendre comme repère, car selon notre position,
il faut penser à résoudre cette problématique. Et là, on peut se demander quelle est la meilleure galaxie. Et là, je dirais que la meilleure galaxie pour une position déterminée est celle qui s'approprie le mieux ou est la plus adéquate à partir de sa propre position. Pour moi, cela est évident, tel que le système de mesure préconise. Par exemple, je ne peux pas utiliser une unité de mesure sans savoir si elle est suffisamment bonne afin de mesurer un objet. Par exemple, si cette table peut passer par cette porte-là. Et lorsque j'essaie d'accorder des spécifications micromoléculaires, il me faut un bon instrument de mesure afin de savoir comment mesurer de façon pertinente. Et ce genre de jugements sont très naturels. On le fait très naturellement et ils peuvent être utilisés pour cette question systématique modèle. Par exemple, est-ce qu'il va pleuvoir? Oh, oui ou non. Mais cette façon de juger va dépendre toujours de la place que j'occupe, d'un cadrage temporel, du niveau de précision dont j'ai besoin d'en avoir. Et cela va donc impliquer cela demande une implication concernant la vérité, les questions que je pose. Voilà. Merci beaucoup. Un éclaircissement encore. Je ne sais pas si j'ai très bien compris quel est le genre de conventionnalité dont vous venez d'aborder là, car vous avez parlé d'une unité de mesure, de mensuration. Et là, je ne pense pas qu'il s'agit d'une conventionnalité, il s'agit plutôt d'une école. Et par exemple, si la table est mesurée en mètres, c'est parce que nous avons utilisé la mensuration mètre. Et ensuite, vous avez utilisé la conventionnalité. C'est comme, par exemple, la terre et la boule de billard. Et dans ce cas, je crois que cette conventionnalité relativiste pourrait mesurer la table, mais à partir d'autres critères. Par exemple, la simultanéité dans la distance met en évidence que cela touche toutes sortes d'instruments de mensuration. Et dans ce cas, je crois que nous n'expérimentons la géométrie seulement, parce que la géométrie est expérimentée également en tant que physique. Alors, à partir de ce que je vous ai dit, et je n'ai pas vraiment compris ce que vous voulez dire en tant que galaxie, car vous avez suivi la logique d'un ensemble de mondes possibles. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage là? Alors, oui, j'ai manqué de précision dans ma notion de convention. Cependant, l'idée, c'est que mes trois branches principales, c'est le choix d'une unité de mesure qui est conventionnelle. Okay? Par exemple, je peux mesurer cette table en millimètres. Et cette mesure en millimètres peut devenir inutile pour plusieurs choses. Et par exemple, il faudrait peut-être la mesurer en mètres afin de pouvoir la transporter. Et donc, la deuxième branche ou prémisse est la géométrie, en plus du matériel utilisé pour mesurer. Par exemple, si nous avons une règle en élastique, elle peut avoir une taille d'1 mètre ou 10 centimètres et je peux l'utiliser quand même pour mesurer cette table, puisque l'instrument est élastique. Donc, tout va dépendre de ce que je prends et la discussion de Whitehead concernant cette question de la déconventionnalité, il faut savoir tout d'abord ce
que nous allons mesurer et cela relève de la place que j'occupe, le lieu où je me trouve, où cet objet se trouve. Car dans cette expérience de mensuration, la conventionnalité disparaît, je dirais, car un fait naturel qui détermine à la façon Whitehead quelle sera la mensuration à utiliser. Donc, toujours, il faut penser à un fait naturel. Et selon quelques conceptions, il peut sembler que c'est une chose qui n'est pas naturelle. Mais selon Whitehead, il faut penser à ce locus stand comme étant la place où j'occupe à l'intérieur de la nature. Ainsi, cette nécessité de mesurer, elle s'amoindrit. Une fois nous savons ou rendons explicite où nous y sommes, il n'y a plus d'arbitrariété. Tout simplement, les choses deviennent consensuelles, cette façon de procéder à la mensuration. La deuxième question, de quoi il s'agit? Une galaxie. Qu'est-ce que c'est une galaxie? Je définis une galaxie comme étant un ensemble des mondes possibles associés à une logique. Typiquement, lorsque nous faisons des jugements en métaphysique, nous avons l'habitude de dire, grosso modo, cela est vrai dans tous les mondes possibles et donc c'est nécessaire. Ou sinon, cette chose se produit dans au moins un monde possible. Alors, nous considérons de façon générale la galaxie associée à la logique classique. Si l'on considère des logiques non classiques, chaque logique non classique possède une autre galaxie. Alors, ces jugements des modalités seront d'autres jugements. Ce qui est possible ou impossible, cela sera mesuré ou vu autrement. À la base, c'est ça, ma notion de galaxie. Et ce qui est intéressant dans la logique et l'antilogique, c'est que la logique, disons, une logique quelconque, possède une galaxie et une antilogique possédera par conséquent une autre galaxie. Et cela est un résultat très intéressant concernant la totalité, car nous attendons toujours que la galaxie de la logique soit complémentaire à la galaxie de l'antilogique, c'est-à-dire que l'union de la galaxie de la logique donne la totalité de tous les mondes. Et ce n'est pas vraiment le cas, comme je viens d'évoquer, car nous pouvons avoir des intersections entre la galaxie d'une logique et d'une antilogique. Et vous pouvez avoir également des mondes qui ne sont pas à l'intérieur d'une galaxie. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'arrivons pas à avoir une définition de totalité qui implique, qui englobe tous les mondes à partir de cette notion de galaxie. Ceci étant, il s'agit donc d'un fait très intéressant et soulève même une question concernant la totalité des galaxies, la totalité des modalités dans des différentes galaxies est très difficile à penser et c'est même quelque chose de paradoxal. Mais il s'agit quand même d'une leçon qui ne peut pas freiner notre essai de réfléchir sur les modalités d'une façon générale, pangalactique, puisque la métaphysique modale est liée d'une certaine façon à la logique paradoxale. Et en plus, le panorama de toutes les modalités devrait englober le lieu à partir duquel nous faisons ces mensurations. Pour conclure, j'aimerais vous remercier de votre intervention.